Et c'est bon, Eric, nous sommes en live. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation à ce webinaire ce matin, organisé par le groupe RH de l'antenne de Shanghai de la Chambre de commerce française en Chine, avec un sujet qui concerne beaucoup de personnes. Au premier plan, ceux qui sont basés à Shanghai, mais nous savons aussi que certaines personnes qui se joignent à ce webinaire sont basées ailleurs en Chine, voire peut-être ailleurs dans d'autres pays environnants. Et ce webinaire sera enregistré aussi pour qu'il soit partagé auprès de la communauté francophone de par le monde, et notamment en France, où beaucoup de personnes sont intéressées aussi par connaître notre expérience que nous vivons actuellement, pour certains depuis quelques jours, pour d'autres depuis plusieurs semaines, sur cette problématique de mieux vivre, trouver son équilibre justement dans cette période complexe de confinement, où nous sommes tous, à titre individuel, familial et aussi au niveau professionnel, confrontés à une nouvelle forme momentanée, en tout cas, de vie et de travail. Donc aujourd'hui, nous avons réuni deux invités qui ont des parcours très passionnants. Je vais commencer d'abord par présenter Habiba de la ROC, qui est psychologue clinicienne, qui est arrivée en Chine il y a quelques mois, après une longue expérience en France, à la fois en clinique et en privé, et qui accompagne actuellement de nombreux Français, Françaises et francophones sur justement cette problématique de trouver un équilibre de vie à l'heure actuelle, cette période que nous connaissons et qui est, on va dire, unique. Notre deuxième invité, c'est Nicolas Lecourt, qui est en Chine, lui, depuis une dizaine d'années, et qui a développé une activité de coaching pour des dirigeants, dirigeantes, des experts français, francophones et locaux aussi, sur des problématiques à la fois de coaching de vie et de coaching professionnel. Donc, il partagera également avec nous son expérience. Et avec Fabienne Tsao, qui est la responsable RH d'Air France à Shanghai et qui nous donnera un petit côté corporate et nous fera rêver aussi de futurs voyages, justement pour voir un peu comment les entreprises aujourd'hui gèrent cette problématique de travail à domicile, en essayant de garder des équipes soudées et en intégrant du mieux qu'elles peuvent souvent les problématiques que nous vivons tout un chacun. Et en ce qui me concerne, Eric Tarchoun, je suis le fondateur de Dragonfly Group, qui est un cabinet de conseil en ressources humaines basé en Chine et dans d'autres pays asiatiques, ainsi qu'en France, sur des problématiques de recrutement, de formation et de coaching. Sans plus attendre, je laisse la parole à Habiba de la ROC, qui va nous partager à la fois son expérience et beaucoup de retours des personnes qu'elle accompagne à l'heure actuelle dans cette période complexe. Je te laisse la main, Habiba. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme l'a dit Eric, voilà, je suis psychologue. Donc moi, j'ai parlé surtout de la partie individuelle et de vos ressentis lors de ce confinement. Donc vous avez été nombreux effectivement à m'apporter vos témoignages, vos doutes, vos craintes. Ce qui ressort le plus fréquemment, ce sont ces troubles que j'ai pu relever, donc de la frustration, de l'irritabilité, pour certains des difficultés de concentration, de la solitude, bien sûr, de l'ennui, un sentiment parfois d'insécurité, d'enfermement, voire j'ai entendu les termes comme se sentir emprisonné, donc tout simplement le sentiment d'être privé de ses droits. Un sommeil perturbé également, là je fais un petit peu état de tous les symptômes qu'on a pu me révéler, donc beaucoup de peur également, donc de l'incertitude face à l'avenir, de l'indécision, une forme de résignation aussi apparaît régulièrement, un sentiment voire d'impuissance ou une incapacité à agir et parfois même faire preuve de discernement. Donc tout ça, ce sont des attaques sur notre psychisme qu'il ne faut pas négliger parce qu'elles peuvent constituer effectivement un danger sur notre santé mentale. Pour les plus vulnérables, bien sûr, mais aussi pour le tout à chacun. Donc moi, je vais faire appel surtout à votre capacité de résilience. Alors, une capacité de résilience, tout le monde a à peu près entendu ce terme, mais bon, c'est la capacité d'une personne, voire d'un groupe, à se développer tout simplement bien. Donc, à continuer, à se projeter dans un avenir, quels que soient les événements. La déstabilisation que l'on peut vivre quotidiennement, donc des conditions de vie difficiles, et puis pour certains qui peuvent vivre cette période comme un traumatisme, voire un peu plus sévère. Alors,
je n'ai pas effectivement de modèle prérequis, hein, et je n'ai pas non plus de petite baguette magique, mais je vais juste essayer de vous donner quelques petits conseils thérapeutiques pour éviter de se laisser envahir par des émotions négatives. Alors, il faut savoir pour vous dédouaner que le cerveau, lui, portera toujours plus d'attention sur nos émotions et il a la mémoire des choses négatives. C'est-à-dire qu'elle va plus se porter sur les aspects négatifs que sur les aspects positifs. Et ça, c'est tout à fait, c'est cognition, en effet, comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres d'émotion, on est des êtres de pensée, on n'est pas que pragmatisme et de la science. Alors, moi, ce que je vais essayer de vous proposer justement, c'est d'essayer de, malgré tout, de modifier cet état de pensée, de modifier ces pensées négatives, de ne plus s'attacher à ce type de détails, mais de dégager à chaque fois quelque chose de positif, juste un élément positif, qu'il apparaisse sur une journée, sur un long terme. Voilà, donc des petites choses donc, qui peuvent apparaître déjà à ne pas faire, surtout, c'est ne pas céder à la panique, ne pas s'isoler même si on se sent seul, ne pas se laisser aller à l'ennui et éviter une trop grande exposition aux médias. Voilà, c'est les petits points que je vais soulever. Et je vais plutôt vous dire ce qu'il faudrait faire. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est comprendre ses émotions, donc accepter la situation telle qu'elle est, se détourner effectivement de ses pensées négatives, essayer de conserver, quoi qu'il arrive, un quotidien structuré, trouver des activités, des loisirs, des occupations, adopter un comportement adéquat, garder le contact avec ses proches et puis surtout se reconnecter avec ses projets de vie. Voilà un peu les points essentiels que je vais essayer de traiter avec vous lors de ce webinaire. C'est bien, Abiba. Est-ce que Nicolas, tu vas enchaîner aussi sur quelques partages d'expérience ou Abiba, tu peux continuer à dérouler ces points principaux? Alors, je peux, bien sûr. Nicolas, si Nicolas souhaite. Abiba. Garde la main. D'accord. Alors, il faut savoir juste, encore une fois, qu'on ressent de l'anxiété, de la tristesse, de la colère. Alors, tout ça, c'est tout à fait normal dans une situation de contexte qui est objectivement désagréable. Alors, par contre, faire attention, c'est-à-dire que quand ces émotions deviennent trop difficiles à gérer, là, on peut penser effectivement que nous sommes dans un état de mal-être. Donc, il faut être conscient de cet état de mal-être. Donc, une vigilance à apporter à toutes nos émotions, nos peurs, nos craintes, il faut surtout les recevoir. Beaucoup de personnes me disent, voilà, j'ai peur de ce que je ressens, je ne suis plus la même, je suis très inquiète de ce qui m'arrive. Bah, en soi, c'est tout à fait normal, puisque la situation a été modifiée, donc notre comportement se modifie également. Maintenant, ce qu'il faut, ce n'est pas glisser, tout simplement, dans cet état de mal-être. Donc, avoir un peu des petits garde-fous, des petits rappels en disant, attention, là, bon, ok, comme disait Eric en temps off, une journée où on ne fait rien, ça passe. 2-3 jours, ça peut devenir complexe. Donc, on a le droit de lâcher prise, on a le droit de se laisser aller, mais pas se laisser aller à la déprime. Très important. Alors, il faut tout simplement… En plus, ce qui va nous permettre, quand on écoute nos émotions, c'est d'apprendre un peu mieux à se connaître aussi. Très important, parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où on nous demande beaucoup de choses, on est très sollicité par notre sociabilisation, par notre travail, par beaucoup d'éléments, et quand on se retrouve seul face à soi-même, et bien souvent on est devant un grand point d'interrogation. Alors je ne suis pas là pour vous répondre qui je suis, je suis là juste pour dire écoutez-vous. Écoutez-vous et vous allez avoir vous êtes le meilleur renseignement. Le meilleur renseignement que vous pouvez recevoir, c'est de vous-même. Donc surtout ne pas occulter tous les éléments que j'ai pu évoquer tout à l'heure, l'angoisse, la tristesse, la colère, et ne pas oublier qu'elles peuvent être tout simplement que passagères. C'est pas parce qu'on ressent de la tristesse un matin qu'on va être triste durant les 40 jours qui vont suivre. C'est pas parce qu'on a une situation d'angoisse, parce qu'on vient d'avoir une information très désagréable, que l'anxiété va prendre le dessus. Et si vraiment c'est le cas, si vraiment on n'arrive pas à sortir de tous ces états-là, eh ben, il y a des méthodes respiratoires pour être dans la cohérence cardiaque, des méthodes de méditation, des méthodes de relaxation. Voilà. Ne pas hésiter à utiliser les outils. Aujourd'hui, sur Internet, on a tout, sur les réseaux, et pas mal de choses sont gratuites et accessibles. Donc, recueillir ces émotions, apprendre à se connaître pour mieux, en fait, les dépasser et pour maîtriser et minimiser, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le drama, tout simplement. Cette situation, elle est complexe, on le sait,
mais notre vie n'est pas en danger. Très important de le dire. Ouais. Je pourrais juste ajouter un petit complément, on va dire, empirique à ce que tu viens de dire. Ayant déjà une expérience des confinements en répétition, depuis 2 ans, j'ai passé plus de 4 mois en confinement. Et effectivement, ce n'est pas tous les jours facile, mais le fait d'avoir des routines quotidiennes, du yoga, du sport, de la lecture, etc., il faut être occupé. Alors moi, j'étais confiné seul, soit à l'hôtel, soit à mon domicile. Il y a un travail sur soi à réaliser, mais on en sort souvent transformé. Alors, pour le bien ou le moins bien, ça dépend comment on prend les choses. Mais je pense qu'il faut pas lâcher prise. Et c'est quand même une expérience unique. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on n'a pas vraiment le choix, ça c'est mon expérience qui me l'a enseigné, et ben, autant essayer de le vivre le mieux possible. Voilà. C'est exactement ça, Eric. Juste reprendre, par exemple, j'ai dit tout à l'heure lâcher prise, on le redit tous les deux, c'est vrai qu'on a tendance souvent à utiliser ce mot en disant « faut lâcher prise ». Là, dans cet espace-là, le lâcher prise, ce serait dans le sens de ne pas glisser vers quelque chose de douloureux et la maladie qui s'en sort. Voilà. Et ben oui, il faut accepter la situation. Donc ça sert à rien de se dire, de se focaliser sur ce qui nous manque, quoi. Ouais, voilà, j'irais bien au resto avec mes copains, je voudrais aller au travail, je voudrais aller faire du shopping. Tout ça, c'est pas possible. Donc, plus on va s'interroger et s'intéresser à ce qui nous manque, plus on va s'enfermer dans un espace de détresse. Donc, on oublie, on accepte, on arrête de se faire mal parce que de toute façon, c'est pas possible. Hein. Donc, on va essayer de se focaliser sur ce qu'on peut faire parce que, ok, on a le sentiment qu'on nous a volé une partie de notre vie. Moi, c'est ce que j'entends de la part des patients. On m'a volé ma vie, je suis dans un état de mort. Voilà, je suis empris dans quelque chose où je peux rien faire. Si, parce que moi, à l'inverse, j'entends souvent, quand on est dans un mode du travail, j'ai pas le temps. Oh, si j'avais eu du temps, j'aurais pu faire ça. Et ben, c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être le moment d'occuper ce temps-là et de s'autoriser. C'est pas parce que la situation extérieure est désagréable, on va dire, voilà, ne pas dire terrorisante, elle est désagréable, elle est pas, voilà, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est comme ça. Par contre, on nous offre du temps. Ça, voilà, ce serait important de savoir, voilà, comment on peut occuper son temps et s'autoriser à le faire, parce que souvent les personnes ne s'autorisent pas. Je ne sais pas si Eric, tu veux rebondir sur la notion de temps et... Oui, je pense que oui, s'autoriser, c'est clair qu'il faut se donner la permission de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Alors c'est clair, quand on est dans un environnement confiné, alors le plus simple étant d'être chez soi, parce que moi je peux vous parler de mon expérience, j'étais confiné à la limite pas plusieurs mois, même maintenant à l'hôtel et à mon domicile, mais plus longtemps à l'hôtel qu'à mon domicile, parce que j'ai passé plus de 2 mois et demi à l'hôtel en 2 ans, dans des conditions pas désagréables. Et d'ailleurs, le conseil que je ferai à tous les gens qui doivent être confinés dans un hôtel, si vous avez le choix, prenez une chambre un peu plus grande. Parce que honnêtement, le gain que ça vous donne en termes de mobilité à l'intérieur de la chambre, moi je sais que ce que je faisais tout de suite quand je le pouvais, ce n'était pas toujours le cas, mais je déplaçais les meubles dans mes chambres d'hôtel, de manière à créer mon propre espace, comment dire, à apprivoiser l'espace dans lequel j'étais. Alors parfois, ce n'était pas grand-chose, c'était juste je déplaçais le bureau, je le mettais plus proche de la fenêtre, etc. Mais quelque part, je me disais, voilà, j'ai passé 15 jours, en général c'est 15 jours, dans cet espace d'hôtel qui m'est étranger à la base, je vais essayer de le rendre un peu, comme l'approprier, comme si c'était à moi. Et puis, j'essayais aussi de trouver une mobilité dans l'espace, c'est-à-dire que j'essayais et j'arrivais chaque jour, à part une journée où j'étais déprimé, c'était lors de la première quarantaine que j'ai faite en août 2020 à Shanghai, en revenant de Hong Kong, où au bout de 10 jours, j'ai rien fait du tout. J'ai passé ma journée à regarder des vidéos sur YouTube, je ne me suis pas lavé, je n'ai pas fait de sport, enfin bref, une journée de déprime. Une journée de déprime sur, j'en ai passé, je crois, autour de 128 en 2 ans, vous voyez. Donc, avoir un minimum de rigueur en se disant que voilà, on s'approprie l'espace. Moi, mon fils m'avait offert une Fitbit et mon objectif, c'était de faire au moins 5 km par jour dans ma chambre. Et mon record, c'était plus de 13 km. Vous imaginez 13 km dans une chambre qui fait une vingtaine de mètres carrés. Il faut le vouloir quand même. Mais voilà, il faut. Donc ça permet aussi de passer le temps. Et puis on a besoin aussi de faire beaucoup d'exercices. Moi, je m'imposais du yoga, des pompes, de la gym, du shadow boxing.
pour transpirer et pour dire, voilà, j'utilise aussi mon temps personnel à me faire du bien. C'est une question de bien-être, en fait, d'essayer de trouver un équilibre en fait entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle quand on est confiné. Donc, alors c'est clair, quand on est à la maison, c'est beaucoup plus simple parce qu'on est dans un lieu qu'on connaît, qu'on aime, qu'on a aménagé, etc. Donc, le confinement il peut être difficile pour certains, mais il l'est beaucoup moins que dans un hôtel qu'on n'a pas forcément choisi, en général pas du tout d'ailleurs, et auquel on doit s'adapter. Voilà, c'est ce que je voulais partager momentanément avec vous. Très bien. Bah oui. De toute façon, il est évident que chacun vit son confinement à sa manière. Là, on sort les grandes lignes et puis des éléments, effectivement, pour ne pas sombrer. Maintenant, on ne vit pas le confinement de la manière si, effectivement, on est à l'hôtel, si on est dans un tout petit lieu où on ne peut pas du tout sortir, si on est en famille avec des grands ados, des enfants en bas âge, si on est juste en couple. C'est à vous de trouver votre équilibre à vous, votre manière de vous occuper. Donc, ce qui est très important, c'est effectivement, c'est quoi qu'il arrive, c'est de pratiquer une activité physique. Alors, quand on Sport. Oui, Fabienne? Non, non. Enfin, j'ai perdu la ligne et puis je reconnecte. Donc voilà, ce qui est très important, c'est de pratiquer une activité physique. Donc, ce que je disais, c'est que quand on n'a jamais fait de sport, il ne faut pas se lancer dans des grands projets. Il faut juste, ne serait-ce que mettre de la musique et danser, faire un petit peu de fitness, courir sur place, se détendre, se relaxer. C'est très, très important de bouger, voilà, parce qu'on a un esprit, mais on a aussi un corps. Et notre corps, c'est un très bon moyen de décharge, ce qui va éviter l'irritabilité, ce qui va éviter la nervosité, et ce qui va aussi éviter les troubles du sommeil. Très important, parce que la sédentarité apporte aussi souvent des troubles du sommeil, parce qu'on est en précarité, on n'évacue pas, on ne décharge pas. Donc, très important, l'activité physique, quelle qu'elle soit, encore. Et en plus, choisissez une activité qui vous fait plaisir. Voilà, très important, que ça vous plaise. La notion de plaisir, elle est primordiale, je dirais, dans nos choix. Donc, essayez de se mettre aussi un objectif, 1 ou 2 objectifs par jour, quel qu'il soit, mais s'y tenir. Voilà, c'est une petite, une petite obligation mentale qu'on se fait. On se dit, allez, aujourd'hui, je vais faire ces 2 choses-là. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être la réalisation d'un super gâteau quand on n'est pas pâtissière, d'un super gâteau, d'un gâteau tout simplement. Ça peut être vider comme ses placards, comme disait Eric à juste titre, c'est de déplacer ses meubles, pour se créer un nouvel espace, avoir le sentiment que les choses bougent autour de soi, très important. Ce sont des petites choses, mais qui manifestement apportent vraiment un équilibre physique et mental. Et qu'est-ce qu'on peut l'hygiène de vie. J'ai beaucoup de patientes qui m'appellent à 6 heures du soir et qui sont encore en pyjama. Voilà. Non, ok, personne ne vous voit, vous ne ferez pas un concours de beauté, je suis d'accord. Mais s'il vous plaît, levez-vous le matin, faites comme d'habitude, prenez votre douche, prenez un petit déj. Voilà, c'est très, très important. Alors, c'est pareil, Eric avait évoqué aussi la notion de vitamine D. Ça, c'est très important. On est enfermé, mais on essaie de mettre son bureau, par exemple, à la fenêtre si on travaille. On doit recevoir le soleil. Oui, on n'est pas dehors, oui, il ne fait pas 40 degrés, mais c'est très important de recevoir un peu de lumière, donc de la vitamine D, donc le soleil. Donc, s'obliger une demi-heure par jour à se mettre à sa fenêtre, un balcon si on en a un, mais en tout cas de recevoir de la lumière. Voilà. Donc, ça aussi, ça va éviter toutes ces notions d'enfermement et puis des petites micro-particules de déprime qui s'installent insidieusement, là qu'on ne voit pas et qu'on se rend compte qu'une fois que c'est un amas, voilà, et on est finalement dans la dépression et puis dans la déprime. Toutes ces petites choses-là, vous savez, ils apportent juste une chose, un sentiment de réalisation. Voilà. C'est tout bête, je suis en confinement, je ne peux pas faire grand-chose, mais le peu que j'ai fait, ça m'a fait du bien, je l'ai fait. Donc, c'est un accomplissement de soi. Et ça, c'est important, ça narcissise, ça valorise, ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien parce qu'on ne se sent plus dans l'inutilité, on ne se sent plus dans l'ennui, ça nous sort de l'ennui, et ça nous met des petits objectifs quotidiennement. Donc voilà là-dessus. Je ne sais pas si à cet endroit, Nicolas voudrait rebondir. Il aurait peut-être... Écoute, je veux bien rebondir, Abiba, et d'autant plus rebondir que l'un et l'autre, vous communiquez une énergie absolument phénoménale. Donc merci pour vos témoignages, merci pour l'enthousiasme que je trouve très communicatif. Il y a plein de choses dans ce que vous avez dit sur lesquelles effectivement je vais rebondir.
voudrais commencer en reprenant le vers de La Fontaine dans Les animaux malades de la peste. Tous ne mouraient pas, mais tous étaient frappés. On est tous frappés de manière extrêmement intense par des circonstances qui sont nouvelles, dans lesquelles il faut naviguer. Ça met un petit peu en perspective l'intitulé de cet atelier. Je me demande s'il s'agit vraiment de trouver un équilibre ou il s'agit plutôt de développer l'agilité qui permet de restaurer cet équilibre quand on perd l'équilibre, parce que ça arrive tous les jours. Et je l'entends dans vos témoignages, je l'entends évidemment dans ma propre expérience, je l'entends aussi dans les communications que j'ai avec mes clients et les gens avec lesquels je travaille. On est particulièrement sollicité pendant cette période. Et donc, il faut accepter, entre autres, qu'il y a des moments où l'équilibre va être perdu et où on va s'employer à rétablir l'équilibre. Alors, les gens, cette communauté francophone en Chine, travaillant en Chine, sont pour la plupart d'entre nous des gens qui ont choisi en fait d'être ici et qui sont venus avec en sachant qu'ils allaient trouver une aventure, qu'on allait trouver quelque chose de sans doute plus volatile que la routine telle qu'elle était installée pour beaucoup d'entre nous dans notre pays d'origine. Donc quelque part, il y a déjà, pour la plupart d'entre nous, une disposition à cette agilité. On est en Chine, on vit une aventure et bien avant le confinement, on est soumis à un très fort niveau de volatilité. Volatilité qui peut être positive, transformation ultra rapide de notre environnement, de la technologie, de nos business models, de la situation compétitive. Donc, on a de la ressource. On est tous entraînés à une certaine mesure de volatilité. Mais là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont transformées d'un seul coup. Donc, restaurer son équilibre, avoir l'agilité, quand on est en déséquilibre, de retourner à une position équilibrée. Qu'est-ce que ça pourrait pouvoir dire? D'abord, de quel équilibre est-ce qu'on parle? L'équilibre dont on parle, dont je parle avec mes clients, c'est cet état dans lequel on se trouve et qui permet, quelles que soient en fait les manifestations, les externalités qui nous assaillent aujourd'hui, eh bien, de prendre de bonnes décisions, de travailler et de mettre en œuvre ces décisions avec énergie et d'avoir de bonnes conversations. C'est un petit peu, ce que je conçois comme étant l'équilibre qui est recherché et qu'on va s'employer au quotidien à restaurer plusieurs fois. Alors, dans ce contexte d'extrême pression et d'extrême volatilité, et encore une fois, la volatilité du jour, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment ça va, on ne dispose pas d'un terme, on ne dispose pas d'une perspective. Les règles changent tous les jours. Donc, on n'a pas prise, il semblerait qu'on n'a pas pris sur grand-chose et qu'on a prise beaucoup moins qu'on a l'habitude d'avoir prise. Il y a une situation de perte de contrôle que certains d'entre nous vivent plus ou moins facilement. Je constate, parmi les gens avec lesquels je parle quotidiennement, que certains fonctionnent extrêmement bien dans cette situation. Certains réagissent extrêmement positivement au surcroît de volatilité auquel ils sont confrontés. Certains vivent très bien la situation d'être un pompier et d'avoir à faire, quelquefois avec un enthousiasme tout à fait surprenant et inspirant, je dirais, à de multiples feux qui surgissent aussi bien dans la sphère personnelle que dans la sphère professionnelle. Donc, on n'a pas pris sur beaucoup de choses et avec un environnement commun, une situation commune, tout le monde réagit de manière différente. Il y a certaines choses sur lesquelles on a prise.
Et Abiba, tu nous as donné beaucoup de pistes pratiques qui nous invitent à prendre en main les choses là où on peut les prendre en main. Alors, je voudrais reprendre quelques thèmes qui me sont chers parce qu'ils font vraiment partie des conversations que je peux avoir avec mes interlocuteurs. Il s'agit de créer les conditions qui nous permettent de retourner à l'équilibre quand un déclencheur, quand une stimulation nous met un petit peu en porte-à-faux. Et la clé de ça, alors je reviens à l'image connue qui est au moment de l'embarquement au moment du décollage des conseils de sécurité, occupez-vous de vous-même d'abord. Quand le masque à oxygène tombe, mettez-le d'abord sur vous-même. Pour prendre soin des autres, il faut d'abord avoir pris soin de soi-même, évidemment. Et donc, il est important, il est essentiel, tu en as parlé, Abiba, de mettre en place des bonnes conditions d'hygiène de vie. Par hygiène de vie, j'entends d'abord, principalement, parce que je m'aperçois que c'est une des variables déterminantes pour retrouver son équilibre, créer les conditions du sommeil. On n'a pas la maîtrise complète du sommeil. Il y a des jours, je ne sais pas vous, mais il y a des jours où on dort mal. Il y a des jours où effectivement le surcroît de stimulation est tel que le sommeil est rendu difficile. En revanche, on peut s'employer de manière constante à créer les meilleures conditions possibles du sommeil. Ce qui marche souvent, c'est se déconnecter des écrans 1 à 2 heures avant d'aller dormir, s'assurer le plus possible qu'on a l'obscurité, mais j'utilise un masque pour dormir, s'assurer que les stimulations auditives sont limitées, j'utilise des bouchons d'oreille. Okay. Donc, on n'a pas pris sur toute la qualité du sommeil. En revanche, il est possible de s'employer à créer les conditions pour que le sommeil soit en tout cas favorisé. De la même manière, s'hydrater, bien entendu. Vous avez l'un et l'autre parlé de l'exercice. Alors, je pense que chacun doit créer les conditions qui lui correspondent et qui lui permettent de fonctionner le mieux possible. Pour moi, je sais que pour toi, Eric, c'est le cas également. L'exercice est extrêmement important. On n'a pas besoin d'avoir énormément d'espace pour avoir une routine, une pratique quotidienne d'exercice qui est vraiment efficace. Eric, tu le disais, il y a beaucoup d'applis qui sont disponibles et qui permettent, sur la taille d'un matelas de yoga, faire du yoga si on a cette pratique, de faire beaucoup d'autres types d'exercices avec des degrés de rapidité qui sont adaptés à ce dont on a besoin. Donc voilà pour l'exercice. Il y a d'autres pratiques. En entendant ce que les uns et les autres mettent en place qui les aident à retrouver leur équilibre, il y a effectivement certaines personnes qui ont développé, et là c'est sans doute utile de l'avoir développé par avance, avant la situation de crise, certaines personnes ont développé une pratique méditative, d'autres ont recours à la prière, d'autres utilisent encore une fois des modalités qui sont complètement différentes. Pour revenir à ce que tu disais, Abiba, connaissez-vous vous-même? Je pense que c'est une occasion absolument unique, d'autant plus qu'on dispose de temps, de découvrir les pratiques qui nous permettent de mieux fonctionner, les pratiques qui nous donnent de l'énergie, et de les choisir pour soi-même. Il n'existe pas, à mon avis, de template, de script qui s'adapte à tout le monde. Il s'agit de choisir ces pratiques. Donc, dormir, mettre en place des pratiques. Autre point important, c'est ce qui m'apparaît être ce que j'appellerais trier. Il y a des choses auxquelles on est exposé qui stimulent, qui enflent l'état d'alerte, et d'autres qui les diffusent. Et là encore,
connaissez-vous vous-même? Parce que ça dépend très largement d'une personne à l'autre. Pour certains, appeler la famille va être une ressource considérable. Pour certains autres, appeler la famille va être appeler la famille en France, par exemple, va être une source d'angoisse et une source d'alerte supplémentaire. Pardon, Aviva? Les échanges toxiques. Les sources toxiques, absolument. De la même manière, le suivi quotidien des informations qui nous sont données, par exemple, par les multiples ressources dont on dispose, sur l'évolution des chiffres du Covid. Pour certains, très bien, c'est une source d'optimisme. D'ailleurs, les chiffres aujourd'hui à Shanghai sont plutôt bons, avec une décrue significative du nombre de cas. Si c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux, faites-le. Si en revanche c'est anxiogène pour vous, dégagez-vous de cette chose-là. Et la même chose s'applique à tous les WeChat groups. Pour certains, c'est une source d'énergie de pouvoir participer à la vie de la communauté, s'engager, aider. Pour certains autres, c'est là encore des discussions qui sont anxiogènes. Et il faut savoir faire le tri. Oui, il faut éviter une exposition massive quand même à la médiatisation, hein, parce qu'il y a… Alors, s'informer, c'est très bien, mais je pense se contenter de s'informer de vraies informations, parce qu'on a quand même pas mal de fake news, hein, qui fait monter l'anxiété, et elle n'est pas négligeable, donc ça, faire très attention à cela. Et puis, effectivement, s'intéresser à l'information à partir du moment où elle nous fait du bien. Dès lors qu'elle nous fait du mal, qu'elle nous interroge, qu'elle nous inquiète, qu'elle a un aspect trop négatif sur nous-mêmes, eh ben, il faut couper. Très important. Voilà. Parce que, faut dire… J'insiste là-dessus parce que c'est encore une fois quelque chose sur lequel on peut prendre le contrôle, quelque chose sur lequel on a prise. On est libre de placer le curseur là où on souhaite le placer, là où ça fonctionne le mieux pour nous aujourd'hui. Et ça peut varier, c'est en tout cas mon expérience personnelle, ça peut varier d'un jour à l'autre. Il y a des jours où ça me convient très bien d'être beaucoup plus informé, et des jours où il est important pour moi, au contraire, de me dégager. L'autre point sur lequel on a prise, c'est en fait l'interprétation de ce qui se passe. La réalité nous est imposée, mais on crée aussi cette réalité. Donc, et c'est une réalité complexe qu'on n'épuise pas complètement. Au bout de laquelle on n'arrive jamais. Beaucoup des gens avec lesquels je parle témoignent de changement d'opinion, de changement d'interprétation, en fait, sur la réalité telle qu'elle se passe. Et si on utilise des métaphores pour la décrire, on peut un jour se trouver dans des situations où on dit je suis en prison et c'est comme ça que je vis. Mais 2 jours plus tard, c'est trouvé dans des situations où on se dit en fait, cette période, pour moi, c'est une chasse au trésor. Donc 2 métaphores qui sont opposées, une plutôt négative et une qui est plutôt positive, qui décrivent qui sont censées décrire une même réalité, donc à situation extérieure constante. On a pris sur cette interprétation, on a pris sur là où on porte notre attention, sur, tu disais qu'on est enclin, Abiba, naturellement à porter son attention sur les choses négatives, c'est vrai. On peut faire l'exercice de se poser et de mettre la situation en perspective en choisissant d'attribuer plus ou moins de valeur à des données négatives ou à des données qui sont plus positives. Donc on a une mesure de maîtrise sur l'interprétation qu'on a de la situation qui elle-même aura un impact considérable sur les émotions, le cocktail d'émotions qui nous traverse. Puis l'autre chose sur laquelle on a prise et qu'on peut faire, et c'est une pratique qu'on peut développer, c'est de se reconnecter au sens de ce qu'on fait et de pourquoi on est là. Qu'est-ce qui compte pour nous? Et ça, pour encore une fois, tous ceux d'entre nous qui sont venus qui sont venus ici il y a longtemps, qui ont vécu et qui continueront à vivre une aventure absolument
absolument exceptionnel. Je pense que c'est intéressant de se rappeler tout ce qu'on a trouvé ici, tout ce qu'on a accompli ici, et encore une fois, se relier au sens premier de ce qui nous importe. Alors, là, on a parlé de prendre soin de soi-même. Abiba, tu faisais mention d'une ressource qui apparaît vraiment centrale pour ceux qui naviguent le mieux, à mon avis, cette situation difficile. Et en l'occurrence, c'est le lien. Chacun vit une expérience qui est profondément différente. Être en lien avec des amis, avec une communauté, avec des collègues, peut être à la fois une source d'énergie pour soi-même et l'occasion, si on va plutôt bien, de transmettre de l'énergie aux autres. Il y a une approche qui me paraît dans cette circonstance efficace. Et c'est une approche de curiosité par rapport à l'expérience de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supposer, quand on est en lien avec quelqu'un, qu'on sait ce que cette personne est en train de vivre. Et je pense qu'il est efficace, et je le constate quotidiennement avec mes interlocuteurs. C'est un exercice intéressant d'aller interroger, en fait, quand on se trouve en communication avec quelqu'un, d'aller interroger son expérience. Pas tellement les externalités, qu'est-ce que tu es en train de vivre, où tu vis, quelle est la situation chez toi, mais plutôt le ressenti de la personne. S'interroger interroger la personne de manière complètement candide sur la nature de leur expérience, comment ils se sentent, ce qu'ils ressentent, comment ils interprètent la situation et ce qu'ils croient. Et je crois qu'il y a une vertu considérable dans cette pratique. Elle invite chez celui qui parle à la mise en mots d'émotions qui autrement nous guident et déterminent beaucoup de choses, mais en sous-main. Donc cette mise en mots, ce travail de mise en mots est vraiment important. Pour celui qui écoute, dans cette pratique, dans cette modalité, je pense qu'il est important de ne pas vouloir ni apporter de solutions, sauf si elles sont demandées, de ne pas vouloir juger, de ne pas vouloir statuer, mais d'être là, de bien occuper son rôle de celui qui écoute. Encore une fois, pour donner corps, pour mettre des mots sur l'expérience des uns et des autres. Encore une fois, quand on met en mots les choses, on peut les faire évoluer. Et on s'aperçoit dans une conversation de cette nature, quand les gens mettent en mots leur expérience, ils peuvent la mettre en perspective et la faire shifter un petit peu. Ça s'applique, alors bien entendu, dans le contexte familial, avec ses proches et avec ses amis, dans un contexte social. Je le vois s'appliquer et se mettre en œuvre, bien entendu, et Fabienne, tu nous en parleras peut-être un peu plus tout à l'heure, dans un contexte professionnel. Il y a une occasion qui nous est donnée avec les équipes avec lesquelles on travaille, de créer, de nourrir, de développer un lien particulier dans cette circonstance unique, en allant interroger de manière candide leur expérience. Et encore une fois, je distingue les externalités. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as assez à manger? C'est une chose. Okay? Et comment tu te sens? Quelle est ton expérience? Comment est-ce que tu interprètes? Et là, il y a vraiment un potentiel considérable de développer la qualité, la profondeur et la nature du lien qui nous unit. Ce qui permettra, pour certains, et je le vois déjà se manifester, de ressortir avec une qualité de connexion avec les gens avec lesquels ils travaillent qui en est en fait décuplée. Dans le contexte du télétravail, et encore une fois, Fabienne, tu en parleras tout à l'heure, dans le contexte du télétravail, ça demande une attention particulière.
On est dans beaucoup de meetings, et notamment des meetings qui ont plusieurs personnes. Il n'est pas forcément facile d'avoir cette qualité de lien, cette qualité de connexion dans ces circonstances, surtout dans des meetings dont le focus est tourné vraiment sur le business, sur les enjeux auxquels on est confronté. Je vois des dirigeants d'entreprise passer du temps, prendre l'initiative de passer du temps, d'avoir des conversations en ligne, des conversations individuelles en ligne, avec certains de leurs collaborateurs, et des conversations dont le sujet n'est pas les enjeux business qu'ils ont par ailleurs à traiter. Donc, il y a aussi une utilisation, dans ce cas-là, du télétravail, à laquelle je vous invite à prêter attention. On peut créer un espace intime, je dirais, pour de très bonnes conversations, même avec des gens qui sont à distance. Encore une fois, il y a je crois, une occasion à saisir que je vois beaucoup, saisir avec succès. Le dernier point que je voudrais adresser ici, et je m'adresse à ceux d'entre nous qui sont en Chine depuis longtemps, parmi toutes les secousses qu'on ressent, il y a la secousse d'un changement profond de paradigme, où la perception de soi, la perception des autres, et la perception de l'environnement, en fait, sont mises à rude épreuve. Une histoire que j'ai entendue bien des fois, dans bien des témoignages, c'est on est venu en Chine pour participer, pour être à la fois les témoins et les acteurs d'une aventure absolument extraordinaire. Et on a vu le succès, on a vu le développement, et dans beaucoup de cas, on a vu la vie des gens s'améliorer. Et on a été fiers de participer à ça. Et quelque part, on l'a vu aussi dans le reflet des gens qui étaient peut-être restés dans notre pays d'origine et qui nous ont vu partir pour cette aventure. Et aujourd'hui, cette situation a changé. Des questions sont soulevées par tout ce qu'on observe et par tout ce dont on fait l'expérience. Est-ce que ce sont des questions douloureuses? Ce sont des questions qui sont sans réponse immédiate? Est-ce que être là, c'est toujours bien? Est-ce qu'on participe toujours à quelque chose de positif? Ça, je pense que ce sont des questions que j'entends de manière récurrente chez des gens qui auront été très engagés dans l'aventure chinoise et qui aujourd'hui n'ont pas de réponse et se posent beaucoup de questions là-dessus. Je pense que ce sont des questions, encore une fois, qui surgissent naturellement dans un contexte exceptionnel, des questions qui peuvent être extrêmement douloureuses. J'ai entendu quelqu'un dire, je trouvais que la formule était belle, mais j'ai l'impression d'être spolié de mon expérience chinoise. Après avoir passé 10 ans ici. Et ça, c'est quelque chose, ce changement de paradigme est pour certains douloureux. Je pense qu'il faut prendre acte de cette question qui surgisse, ne pas se précipiter à y répondre, s'appuyer sur le nombre important de gens qui partagent cette expérience qui est par ailleurs pas forcément facile à partager avec des gens qui ne sont pas venus ici et qui ne sont pas engagés dans la même aventure. Donc, s'appuyer sur les ressources locales et ne pas hésiter à discuter, à travailler cette matière sans se précipiter pour y répondre. Voilà un petit peu ce que j'avais à contribuer aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette passionnante contribution à cette question qui nous taraude tous aujourd'hui, de comment justement arriver à vivre cette expérience pour le mieux. Avant de passer sur la partie, on va dire, travail à domicile et relations avec les équipes en Chine et aussi dans les sièges sociaux,
Est-ce que Habiba, tu veux rajouter quelque chose, compléter sur cette partie, on va dire, plus personnelle et familiale que professionnelle? Naturellement, tu pourras intervenir sur la partie professionnelle. Bien sûr. Alors, bon, Nicolas a quand même évoqué pas mal d'éléments que je pouvais évoquer, que je devais évoquer. Donc, on se rejoint dans ce qu'il a dit. Je voudrais reprendre effectivement sur la dernière question, tout simplement, que les gens se posent à l'heure actuelle, de savoir si cette expérience, enfin, les gens sont dans une déception. Nos communauté est dans une déception pour ceux qui sont restés depuis longtemps. Ceux qui viennent d'arriver ont encore l'espoir et l'envie, à mon avis, de participer à cette nouvelle aventure. Alors, je pense qu'effectivement, il ne faut pas répondre à cette question de manière hâtive parce qu'on est dans un espace d'anxiété, on est dans un espace de déception et il est difficile, à mon avis, de prendre une bonne décision quand on va mal. Hein. Peut-être laisser le temps de voir, le temps de se reconnecter avec les vrais projets de vie, le pourquoi, effectivement, nous avions décidé de venir ici, quelles étaient nos ambitions, qu'est-ce qu'on a appris ici, quelle expérience on en tire, réussir à quand même continuer à conserver ou à dégager des aspects positifs, parce que tout n'est pas forcément que négatif. L'inquiétude, effectivement, de savoir si cette situation risque de perdurer ou se renouveler dans le futur, est une grosse inquiétude, effectivement, à laquelle nous-mêmes ne pouvons pas répondre, mais encore une fois, de s'interroger à savoir est-ce que ça vaut la peine de tout arrêter maintenant. Les décisions qu'on prend, il faut qu'on les prenne quand on fait vraiment preuve de discernement, quand on est en capacité de le faire. Et dans une situation de stress, dans une situation de sentiment, d'avoir été peut-être bafoué, d'avoir été négligé, d'avoir spolié, comme l'a dit tout justement Nicolas, comme il a repris un terme d'une personne. Je pense qu'il faut prendre son temps, là, encore une fois. Hein, de ne pas réagir, mais de tout simplement agir en connaissance de cause et en toute conscience. Donc, voilà, s'arrêter et prendre le temps. Voilà. Je pense que c'est un des enseignements qu'on pourra retirer de cet échange de ce matin. Ne pas confondre vitesse et précipitation, prendre son temps. De toute façon, l'horizon se dégagera tôt ou tard. Et c'est vrai que la difficulté qu'on rencontre tous, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que cet horizon va se dégager, ce qui nous fragilise quelque part, mais qui aussi nous donne de l'espoir, parce que bon, ça peut être très rapide. Et on le sait tous que ça reste quand même une période définie, qu'elle soit plus ou moins longue, qu'on n'ait pas de visibilité sur le quand, comment et ça va se terminer et qu'est-ce qui va s'en suivre. Nous sommes quand même dans un espace-temps qui de toute façon sera limité, quoi qu'il arrive. Il va y avoir un arrêt. Il y a un début, il y aura une fin. Ce qui est très important, c'est de savoir comment on l'a vécu, de positif, de négatif, et surtout, et ça très important, c'est comment ça nous a modifiés. Voilà. Et si on se projette plus loin, toutes les histoires, les anecdotes qu'on pourra raconter à nos familles, à nos enfants, nos petits-enfants, si on se projette vraiment plus loin sur cette expérience unique. Voilà. Peut-être qu'on pourrait passer à la partie qui concerne la partie, on va dire, plus professionnelle, donc le télétravail, les relations justement avec les équipes qui sont basées à Shanghai et ailleurs en Chine, qui sont plus ou moins confrontées à ces problématiques suivant les villes dans lesquelles elles résident. Et puis un point très crucial, ce qui, moi, je vois beaucoup avec des clients autres qui sont basés hors de Chine, c'est cette incompréhension de la réalité chinoise aujourd'hui, parce qu'ils ont tous vécu des confinements plus ou moins forts, mais ils n'ont pas été confrontés à un confinement où il est très difficile, voire impossible de sortir de chez soi. Et cela crée vraiment beaucoup d'incompréhension parce que justement, ils n'arrivent pas à se projeter à notre place. Et ça crée localement ici une forme de ressentiment des personnes qui se disent mes collègues en France ou ailleurs ne comprennent pas ce qu'on vit. Ne comprennent pas, notamment à l'époque, c'est un peu moins difficile maintenant, mais les problèmes d'approvisionnement en nourriture.
Ça, quand vous parlez à des gens en Europe, ils vous disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si Fabienne, tu veux commencer à partager ton expérience de responsable RH sur ce que vous avez fait en Chine et puis aussi comment vous avez communiqué avec le siège en Europe sur ce que vous viviez tout simplement, quoi. En fait, c'est une période difficile et aussi, en fait, comme Abiba et Nicolas ont beaucoup parlé, partagé leurs conseils, leur expérience. Je pense qu'il n'y a pas un miracle, en fait, de changer la situation, mais en fait, il faut adapter et il faut aussi, en fait, agir, non pas réagir, en fait, prendre des décisions qui ne sont pas réfléchies. Et nous, en fait, en termes d'entreprise, on essaie aussi de soutenir nos employés à Shanghai et puis aussi, non, pas seulement, en fait, de dire, OK, on va les aider pour la fourniture des nourritures, mais en même temps, en fait, un soutien moral. Je pense que ce qui est important dans ce type de situation, il faut que les managers aussi organisent des réunions régulières et avec leur staff, non seulement en fait pour parler du business, ce qui est important en fait de parler du business au quotidien, mais en même temps en fait aussi de récupérer les informations sur l'état des staffs et puis aussi en fait avoir des connexions régulières et pas seulement en fait parler tout le temps de business, mais aussi remonter la morale et puis aussi être écouté. En règle générale en fait dans ce type de situation. Et les gens, en fait, réagissent différemment. Et il faut apporter un soutien émotionnel et puis pour que les staffs ne se sentent pas être isolés. Et puis, des fois, ils sont juste contents d'être écoutés et partager, en fait, leurs soucis, leurs pensées. Et il faut apporter un soutien émotionnel à nos staffs. On organise des webinaires et avec des managements, avec nos staffs qui partagent leur histoire, en fait, comment ils ont vécu de cette situation. Et ce type de soutien, en fait, pour les personnes, c'est important parce qu'ils se sentent toujours être connectés, même par télétravail. On ne peut pas se voir au bureau comme d'habitude. On a toujours, en fait, une connexion régulière. Et puis, en même temps, en fait, essaye toujours d'avoir une routine, comme vous dites, de se lever à leur travail de lundi au vendredi et maintenir une routine de vie comme le jour qu'on aille au travail, pas avoir un pyjama sans prendre la douche toute la journée. Je pense ce type de choses, en fait, qui peut essayer aussi de monter la morale. Mais comme aujourd'hui, en fait, ça fait longtemps, je ne me suis pas maquillée, mais pour ce webinaire, je me maquille. Ça monte aussi. Et à un moment, en fait, j'organise aussi, même souvent, en fait, au bureau, après-midi, vers 3h, 4h, on se discute dans le cafétéria avec les équipes. Maintenant, avec télétravail, ce n'est pas possible, mais on organise un WeChat Tea Time avec les équipes, même si on ne peut pas, en fait, être physiquement rencontrés. Mais ce petit moment de pause dans l'après-midi, on partage un thé via l'écran. En fait, ça fait aussi un plaisir, un moment de détente. C'est des pratiques qui ne coûtent rien et qui est facile à mettre en place, mais ça crée un moment de connexion en fait, entre équipes qui est important pendant cette période. Et puis, on organise aussi des sessions de yoga tous les vendredis après-midi. Et pour ceux qui veulent participer, et pendant 1 heure, en fait, les personnes, ils peuvent regarder un master de yoga via le webinaire et puis s'ils veulent en fait faire un peu de sport et c'est volontaire et on envoie l'invitation à tout le monde et s'ils veulent connecter et puis c'est un moment en fait qu'on pourrait partager ensemble et faire des simples exercices et aussi en fait comme vous dites le cerveau en fait il veut toujours se concentrer sur les aspects négatifs et le WeChat je pense que pendant ce moment de crise c'est de toute manière, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il faut faire des moments de pause. Et puis aussi, les médias, ils se concentrent que sur les aspects, enfin la plupart du temps, sur les aspects négatifs. Mais il faut en fait faire des moments de pause et éloigne des réseaux sociaux, et éloigne des news négatives et prendre des reculs de la situation. Je pense que c'est extrêmement important. Parce que si on lit
le WeChat du matin jusqu'au soir, le temps passe et puis la journée, en fait, on n'a que des énergies négatives. Et ce qui n'est pas bon, en fait, pour la morale. Et je pense que c'est vraiment, en fait, un moment de la journée. Peut-être on pose le téléphone quelques heures à côté. On se concentre sur les choses importantes et pas, en fait, de se concentrer toujours sur les informations négatives. Et puis aussi, c'est déjà une période très stressante. Et certaines personnes, en fait, je pense qu'il faut aussi, c'est pas non plus conseillé de faire le micromanagement, de mettre les réunions de 9 h du matin jusqu'à 16 h du soir. C'est déjà une période stressante et c'est très compliqué pour tout le monde. Et être là, en fait, à côté, c'est important, mais aussi éviter de faire le micromanagement pendant cette période de crise. Et en même temps, en fait, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Et surtout, je pense que pour les étrangers et pour les Chinois, en fait, on parle la langue et on peut trouver des solutions pour la nourriture beaucoup plus facilement. Pour beaucoup d'étrangers, peut-être le début, c'est compliqué et c'est stressant. Et puis certaines, peut-être planifier de quitter le pays, mais c'est comme Nicolas et Biba ont dit, et puis il ne faut pas, en fait, réagir sur le coup. Le départ précipité, en fait, c'était pas mal préparé. Ça peut avoir des conséquences importantes et peut-être dans quelques mois, les personnes vont regretter. Et aussi, un bon manager, c'est un bon manager qui est fort, qui peut transmettre l'énergie positive aux autres et puis aussi qui peut manager la situation de crise, avoir un tempérament stable et fort. Je pense que c'est le moment de crise qu'on voit, en fait, qu'on arrive à identifier les personnes qui sont positives, qui peuvent, en fait, réagir différemment. Et ceux qui sont, en fait, en fait, tous les conseils d'Abiba et de Nicolas sont très importants. Je pense que, et si on peut mettre en pratique de tous ces pratiques en place, je pense qu'on peut mieux vivre de cette situation. Et puis, en même temps, en fait, c'est aussi une occasion de développer des nouvelles compétences, de mettre en place des formations, de passer du temps à lire, à apprendre, et puis même des compétences personnelles. Je sais que certains de nos staffs, ils n'ont jamais cuisiné avant la crise. Et pendant cette période, on ne peut pas manger au restaurant, on ne peut pas commander aussi facilement la livraison de la nourriture à domicile. Et certaines commencent à cuisiner et ils ont découvert, en fait, qu'ils arrivent à faire des bons repas à la maison. Je pense qu'en fait, si on prend de ce moment et certains d'autres qui disent qu'ils n'ont jamais passé autant de temps avec leur famille, avec l'enfant. Parce qu'avant, il faut tout le temps être déplacement et les charges de travail sont importantes. Et maintenant, en fait, c'est le moment aussi, et peut-être prendre l'aspect positif de dire, voilà, je peux passer le temps avec mes enfants, avec mon époux, et c'est un moment, en fait, aussi, il faut en profiter. Et il faut toujours, en fait, de trouver, comment dire, aussi un bon moment, en fait, même si c'est stressant, et il faut toujours trouver des petits plaisirs de la vie et dans la journée, et puis de voir, voilà, en fait, j'ai envie d'écouter une musique et j'ai envie, en fait, de trouver un moment de détente pour moi-même et prendre soin de moi. Et je pense qu'une personne qui est positive, qui sait prendre bien soin de soi, et il peut dégager aussi, en fait, une énergie positive aux autres qui peut aussi influencer les autres. Et tout ça, c'est important. Mais si on lit, en fait, des news sur les réseaux sociaux tout le temps, on a l'impression que le monde s'effondre. Mais dans la réalité, c'est comme, en fait, ce qu'on voit dans un verre d'eau est à moitié vide ou moitié rempli. Il faut se contenter sur la moitié remplie et faire de mieux de ce qu'on a, en fait, au quotidien. Je pense qui est important. Et puis aussi, en fait, essayer aussi de pouvoir transmettre l'énergie positive aux autres. Et je pense qui est très important en tant que manager, en tant que l'entreprise.
Et Fabienne, une question qui vient du panel, mais qu'on a tous aussi sur le bout de la langue, c'est le siège social en Europe. Comment toi, tu le vois par rapport aux questions de tes collègues qui sont en Europe? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur ce qui se passe à Shanghai et ailleurs en Chine à l'heure actuelle. Comment vous faites pour leur communiquer la réalité ici? En fait, on va avoir une réunion cette semaine et puis on va essayer de clarifier certains points. C'est vrai qu'en fait, aux yeux des autres, peut-être la situation sur les médias et tout, ils se contentent toujours sur les aspects très négatifs. Mais dans la réalité, en fait, nos staffs, pour le moment, en fait, aucun de nos staffs ont des problèmes de santé graves et puis aussi moralement, psychologiquement ou physiquement, en fait, on se porte plutôt bien et puis on essaie aussi de donner un peu plus de l'actualité. Mais c'est sûr qu'en fait, on a toujours l'incertitude, on ne sait pas quand le lockdown va être fini et on ne sait pas quand, en fait, qu'on pourrait retrouver notre routine quotidienne. Mais on essaie de parler en fait de la situation actuelle, donner un peu plus de la vérité et non seulement en fait ce qu'ils ont vu sur les médias et sur en fait les réseaux sociaux. Je pense que c'est important aussi de clarifier en fait certains points. Et parce que si on regarde que des informations, que les réseaux sociaux et c'est pas vraiment tout à fait tout la réalité. Et certains de nos staffs, ils vivent très positivement cette période, même si ce n'est pas agréable, c'est une crise. Mais il faut toujours trouver en fait l'aspect positif dans la vie professionnelle, aussi vie privée. Merci. Et Habiba, Nicolas, quel est le retour que vous avez des personnes avec lesquelles vous travaillez, que vous accompagnez, dans la relation qu'elles ont avec leurs sièges sociaux sur les problématiques justement de compréhension de cette réalité que nous vivons à l'heure actuelle? Habiba, tu veux commencer ou Nicolas, comme vous voulez? Écoute, moi, je te dirais que c'est extrêmement variable d'une organisation à l'autre et d'une personne à l'autre. Je vois plusieurs cas de gens dont la frustration en fait s'accroît à cause du manque de compréhension, d'empathie totale qui est manifesté par des interlocuteurs qui peuvent être au siège, des interlocuteurs qui ne se trouvent pas à vivre la même situation. À l'inverse, je vois le pouvoir énergisant et transformateur de celles et ceux qui sont dans la situation qu'on connaît et qui reçoivent justement cette attention, cette empathie de la part du siège. Et là, je dirais que je n'ai pas encore vu ou entendu parler d'organisation où une consigne d'ensemble avait été donnée pour manifester de l'empathie vis-à-vis des gens de Shanghai. En revanche, j'ai vu plusieurs situations particulières où l'empathie manifestée par les gens du siège, par quelques individus au siège, a bien un effet absolument booster sur les gens qui sont ici. D'accord. Et ce sont plutôt des initiatives individuelles plutôt qu'une directive corporate, quoi. Et Habiba, est-ce que tu as d'autres exemples? Sur le plan individuel, moi j'ai plutôt eu des retours un sens un peu négatif où les gens ne se sont pas sentis soutenus par l'entreprise, pas compris, pas forcément pointés du doigt, mais alors, je parle notamment des personnes qui vivent mal le télétravail, qui vivent mal la situation, qui souhaitent peut-être d'y échapper. De fuir cette situation, ont le sentiment d'être un peu pris. Alors, c'est des termes qui m'ont été dits, de se sentir lâche, quoi, et de ne pas assumer ce qu'ils vivent actuellement. Donc, j'aurais préféré être un peu plus soutenu, un peu plus compris, un peu plus entendu. Mais leur démarche était déjà peut-être un peu biaisée dans la mesure où ils ont fait appel au niveau du siège déjà à une volonté de quitter la situation. Pas de l'assumer ni de l'affronter. Donc voilà, bon, moi, effectivement, j'ai beaucoup plus de retours par mon métier. Désolée, je n'ai pas vraiment d'éléments très positifs. D'accord.
De mon côté, c'est assez mitigé en fait. Un peu comme Nicolas, on a des retours très positifs de certaines personnes ici qui se sentent vraiment soutenues par des personnes au sein des sièges sociaux, mais ce sont des initiatives individuelles au sein des sièges sociaux, plutôt que des directives vraiment collectives, affirmées, etc. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans l'incompréhension, c'est-à-dire qu'en fait, les sièges sociaux les abreuvent de demandes de rapports sur la situation, son évolution, des rapports financiers, un micromanagement assez fort depuis certains sièges sociaux sur leur filiale chinoise, sur la direction de leur filiale chinoise, sans prendre en considération la situation locale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un manque de compréhension. Ils n'imaginent pas que les personnes, surtout, même si ça va un peu mieux, je parle pour Shanghai, depuis quelques temps, beaucoup de personnes passaient une grande partie de leur journée à essayer de trouver la nourriture. Soit pour elles, soit pour l'échanger avec des voisins ou autres, ou des amis quand les systèmes de coursiers fonctionnaient, suivant les quartiers. Et donc, la priorité, ce n'était pas de faire une mise à jour d'un reporting financier ou une étude complémentaire sur un marché de niche, etc. Et là, il y a eu, il me semble, dans certains cas, un certain nombre de clashs avec le siège, où les personnes ici leur disaient, écoutez, vous ne comprenez pas la situation dans laquelle on est, notre priorité, c'est de trouver la nourriture, ce n'est pas de rajouter un complément d'information à l'étude qu'on vous a envoyée il y a X temps. Donc, ça peut, et donc naturellement, ces personnes-là, basées à Shanghai notamment, ne sont pas soutenues, et dans certains cas, ont même décidé un peu de ne pas répondre, de voter un peu avec leurs pieds, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas répondre à toutes les demandes du siège, en disant, écoutez, on a d'autres choses plus importantes à faire, vous ne comprenez pas, écoutez, on va faire une petite résistance. C'est-à-dire qu'habituellement, on répondait rapidement à vos demandes, même si l'inverse n'était pas forcément vrai, parce que sachant que les relations entre les sièges sociaux et les filiales sont un sujet très complexe. Mais certains m'ont dit, parce que j'ai discuté avec plusieurs dirigeants récemment et dirigeants qui m'ont dit non, quand on se sent soutenu, on est prêt à aller plus loin pour justement leur expliquer la situation et répondre à leurs attentes, à leurs demandes. Mais quand on ne se sent pas soutenu, on se sent même un peu trahi. Et dans ce cas-là, on fait de la résistance. On fait une résistance passive. C'est-à-dire qu'on ne répond pas à leurs demandes. Voilà. Alors, est-ce que c'est un signal faible ou une tendance lourde? Je pense que ça dépend aussi de la qualité des relations humaines et de la culture d'entreprise. Il y a des entreprises qui ont une culture beaucoup plus altruiste ou beaucoup plus proche de l'humain, et d'autres qui sont beaucoup plus dans la transaction. Voilà, pour résumer. Je pense, Eric, quand même qu'avec la prolongation du confinement, les sièges ont changé aussi d'attitude vis-à-vis de leurs employés. Je pense qu'au début, il y avait quand même une sorte de négation de ce qui se passait. Donc, on a voulu maintenir le rythme de vie, mettre ça de côté et se dire on continue. Et je pense qu'avec le temps, il y a eu quand même, les aspects ont quand même beaucoup plus évolué dans la contenance, dans la soutenance, dans l'apport effectivement de compassion, apporter moins de travail. Enfin, pour certaines entreprises, il y a eu un allègement, en tout cas avec le temps, prenant en considération la situation qui était vraiment très, très désagréable et très lourde à vivre pour l'employé. Oui, il semble que ça soit effectivement plus fort maintenant, mais il y a quand même des gens qui, dans les sièges sociaux, résistent et ont du mal à comprendre la réalité. Et, donc, il y a quand même un certain nombre de frictions dans certains cas. Heureusement, ce ne sont que des cas minoritaires, mais ils existent quand même, d'où le fait qu'il faille les souligner, quoi. Nicolas, est-ce que tu as des exemples aussi, des gens avec qui tu travailles, qui t'ont dit qu'ils avaient des soucis avec leurs sièges sociaux? Des témoignages qui reviennent relativement fréquemment, c'est une fatigue par rapport à une vision aussi catastrophiste. Donc, Fabienne, tu en parlais, mais sur la base d'informations récupérées par la presse de la situation ici. C'est-à-dire une lecture qui est quand même extrêmement orientée et qui ne fait pas, qui ne prend pas la mesure de la complexité du vécu, de notre vécu ici. Donc, des opinions, des points de vue extrêmement forts,
et très orienté et parfois très décalé par rapport au réel du vécu des équipes locales. D'accord. Est-ce que vous voulez continuer à partager un peu ce que vous avez, ce que vous vivez au quotidien, ou peut-être qu'il serait bien aussi de proposer aux personnes qui nous écoutent de poser leurs questions. Alors, on en a déjà eu plusieurs, notamment sur la réaction des sièges sociaux, cette question que nous venons d'aborder. Et puis, une question aussi sur le déficit de l'information qu'on a, mais ça, c'est difficile pour nous d'y répondre. On est obligé de naviguer en eau relativement trouble. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, soit elles peuvent écrire sur le chat, soit carrément, on n'est pas hésité à les poser. Sinon, est-ce que vous souhaitez approfondir sur d'autres points de notre discussion? Peut-être revenir effectivement sur l'aspect familial, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, comme on disait, vivre son confinement tout seul dans un 20 mètres carrés, ou vivre son confinement en famille, en couple, avec des enfants ados ou des enfants en bas âge, on ne vit pas le même confinement. Et la manière dont on va gérer notre quotidien, on devra vraiment faire appel vraiment à nos propres ressources internes. Ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas chercher à trop bien faire, mais vraiment s'adapter à la situation. La situation nous permet, dans un laps de temps, entre mon travail, mes enfants, effectivement, préparer les repas, comme disait Fabienne, certaines n'ont jamais préparé de repas, parce qu'il y avait... Donc là, ne pas se mettre une pression, tout simplement. Ne jamais se mettre une pression, accepter que les enfants viennent perturber leur colconf parce que c'est comme ça. On ne peut pas les enfermer dans un placard, on ne peut pas leur reprocher de venir être en interaction avec les parents. Donc, garder cet espace-temps en évitant de se punir et de punir les enfants, en acceptant tout simplement qu'on fait avec. Je suis au travail, mais je suis aussi papa, je suis aussi maman. J'ai mes ados qui sont enfermés dans la chambre et qui ont un sentiment un peu de déprime parce qu'ils se sentent seuls. Ne pas hésiter à aller vers eux, à discuter avec eux, à partager votre propre expérience de votre ressenti. Donc, vraiment communiquer à l'intérieur même du foyer et s'accorder vraiment le droit, non pas d'être du tout dans l'échec ni dans l'erreur, mais de se dire je fais avec ce que j'ai tout simplement. Pas se mettre de pression. Très important parce qu'on n'a pas de modèle propre, on n'a pas comment il faut faire. On peut occuper les enfants, leur apporter de la créativité, des éléments, partager du temps avec eux, effectivement éviter qu'ils soient trop dans les écrans, qu'ils soient plus grands ou plus petits. Mais c'est à vous vraiment de trouver la forme adéquate et surtout vous autoriser à se dire que je fais ce que je peux avec eux. Et je suis avec eux, voilà, je travaille avec eux. Ça, c'est souvent, moi, des éléments qui reviennent entre un sentiment de mal faire son travail et en même temps de négliger aussi sa priorité familiale. Donc, trouver ce juste équilibre, c'est s'accorder de faire que ce qui nous est possible de faire. Je voulais ajouter au niveau familial. Et que votre entreprise va vous le reprocher vu le contextuel. Ouais. Et au niveau professionnel, vous voyez d'autres choses, Fabienne, Nicolas, à ajouter par rapport à votre expérience ou aux discussions que vous avez eues avec vos équipes, vos clients ou autres? Peut-être un mot, Eric, sur la manière dont les choses vont se déboucler. Alors bien évidemment, on ignore à la fois le timing et la mise en œuvre du débouclage de ce confinement. En revanche, il est évident qu'il sera important pour les gens qui ont des équipes à animer, à la fois de restaurer et de maintenir un niveau d'énergie élevé pour eux-mêmes, et de booster, d'aller rebooster l'énergie de leurs équipes. Donc il y a vraiment un travail à mener un travail de leadership à mener sur ces niveaux d'énergie, et il y en aura, je pense, beaucoup à dépenser. Je pense que pour beaucoup, encore une fois, certains repères ont bougé de manière significative, la question du sens va vraiment se poser aussi. Pourquoi on est là? Vers quoi on se dirige?
Quel est notre projet? Je pense que des choses qui étaient tenues pour acquises à circonstances constantes, eh bien, sous le coup de boutoir de ce confinement, méritent d'être reprécisées. Oui, c'est clair. Moi, je vois une chose à titre professionnel dans mon activité principale qui est le recrutement pour approche directe, donc la chasse de tête. C'est le nombre de personnes qui nous contactent pour nous dire je veux rester en Chine et je suis disponible parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir. Et donc, je suis disponible pour nouveaux challenges plus intéressants et mieux rémunérés. Donc, vous voyez, il y a des opportunités pour aussi tout le monde. Et par contre, ce que je dis à certaines personnes qui, elles, veulent partir de Chine pour aller ailleurs, bah, préparez bien votre projet parce que soit vous avez un poste dans votre entreprise actuelle, donc là, c'est peut-être plus facile, mais si vous partez un peu la fleur au fusil, c'est quand même beaucoup plus complexe parce qu'on ne vous attend pas partout. Et même en France, même si à l'heure actuelle, en France, le taux de chômage pour les cadres est quand même plus faible, il y a quand même beaucoup d'opportunités. Trouver la même opportunité ou une opportunité identique, voire plus intéressante, n'est vraiment pas simple. Donc, il y a un travail de réflexion approfondie avant de prendre une décision, d'où ne pas confondre vitesse et précipitation. Il faut mieux prendre son temps si on souhaite quitter la Chine. Et pour ceux qui veulent rester, écoutez, c'est clair qu'il y aura des opportunités à saisir. Alors après, il faudra les chercher, hein, elles ne vont pas tomber du ciel forcément, mais c'est clair que les entreprises étrangères, dans certains cas, souhaitent toujours avoir quelques natifs du pays d'origine, dans notre cas plutôt des francophones, au sein de leur organisation, ne pas non plus complètement cyniser leur top management, plutôt l'hybrider, ce qui est plutôt une tendance plus lourde, avec notamment des Français, Françaises francophones qui aiment la Chine, qui parlent chinois, qui se sont inscrits dans la durée, plus ou moins longue. Il y aura des opportunités. Alors après, il y a des marchés cachés, etc. Donc, il faut chercher ces opportunités. Mais nous, c'est ce qu'on constate. De plus en plus de personnes nous contactent en nous disant je suis disponible. Voilà. Donc, il y a aussi, comme en Chine, la crise, le mot crise, c'est danger et opportunité. Donc, vous voyez, il faut arriver à trouver le juste équilibre. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir. Donc, ça, c'est une bonne chose. Voilà, ça, c'était sur le point, on va dire, le petit point recrutement. Sinon, apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, il est presque 11h30. S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? À moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose. Bon courage à tous. Bon courage à tous. Et encore une fois, je trouve que c'est bien. Merci Eric pour cette initiative. Hein. Je pense que toutes les initiatives qui confirment aux uns et aux autres qu'on est une communauté, qu'il y a des soutiens qui sont disponibles, et par nature une belle initiative. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui en ont besoin ou envie, eh bien, de ne pas hésiter à faire appel aux ressources qui sont mises en lumière et proposées aujourd'hui. Habiba, tu as un petit mot de la fin Écoutez, juste, prenez bien tous soin de vous. Hein, voilà, restez positif, gardez une vie quotidienne à peu près normalisée, parce que de toute façon, c'est qu'une période qui va toucher à sa fin. On est plus proche, je pense, peut-être de la fin. Ça, je l'espère. On a tous survécu, voilà, ce qui ne tue pas rend fort, et on n'est pas en situation de danger, on vit un moment, je crois que c'est une question d'ancienne. Voilà, moi je suis de tout cœur avec tout le monde, courage à tout le monde, même pour les plus sensibles et les plus fragiles, on a des ressources, ne pas oublier, on a une grande capacité à s'adapter, l'humain a cette capacité-là, donc la conserver, la regarder, et puis il faut y aller, quoi. Faut pas être en chemin. En tout cas, merci à vous deux d'avoir bien voulu consacrer un peu de temps justement à témoigner de votre expérience, à aider les auditeurs à mieux comprendre les problématiques
n'avez pas forcément mis en mots jusqu'à présent, en mots MOTS. Et puis, merci à Fabienne aussi conjointement d'avoir trouvé ce sujet avec moi et d'avoir mené cet événement, sachant que le lien sera bientôt disponible, donc à la limite, on pourra le partager. Si besoin est, Alex et la Chambre de commerce nous permettront de le partager. Et merci aussi aux auditeurs qui nous ont rejoints et qui ont bien voulu poser leurs questions. Voilà, bonne journée à tous et à toutes, et puis bonne continuation et au plaisir de vous voir en physique, on va dire, autour d'un café ou d'un repas ou autre. À très bientôt, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Bye bye. Merci à tous, à bientôt. Merci. Bye bye.